Le chancelier allemand Friedrich Merz est arrivé jeudi en Lituanie pour inaugurer une nouvelle brigade de 5000 hommes visant à renforcer le flanc oriental de l'OTAN. 2 membres de l'ambassade d'Israël tués par balle devant un musée juif à Washington, un acte ouvertement antisémite selon Donald Trump. Le chancelier allemand Friedrich Merz est arrivé jeudi en Lituanie pour inaugurer la première unité militaire permanente de Berlin à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette nouvelle brigade de 5000 hommes a été créée en réponse au lancement de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Ses objectifs, renforcer le flanc oriental de l'OTAN à la frontière avec le Bélarus et fournir une protection supplémentaire aux États baltes pour décourager les agressions potentielles de Minsk et de Moscou. Friedrich Merz a qualifié la Russie de menace pour la sécurité en Europe et dénoncé les récentes opérations de déstabilisation de Moscou. À l'occasion de sa première visite dans les pays baltes depuis son investiture, le nouveau chancelier allemand s'est entretenu avec le président lituanien Gitanas Nausėda. Ce dernier rappelle que Berlin est le principal partenaire de Vilnius dans le domaine de la défense, avec des contrats bilatéraux qui ont déjà dépassé les 2 milliards d'euros. 2 membres du personnel de l'ambassade d'Israël à Washington, un homme et une femme, ont été tués par balle mercredi soir près d'un musée juif. L'attaque s'est produite lors d'une réception organisée par le Conseil des jeunes professionnels du comité juif américain à quelques encablures de la Maison Blanche. Le suspect, un homme de 30 ans originaire de Chicago, a d'abord été observé en train de faire les 100 pas à l'extérieur du musée avant de s'approcher d'un groupe de 4 personnes, de sortir une arme de poing et de faire feu. L'homme est entré dans le musée immédiatement après la fusillade et a été arrêté par un membre de la sécurité du musée. Il a ensuite été placé en garde à vue. En outre, 2 sources ont indiqué que le tireur avait crié « Free Palestine » après la fusillade. Le président Trump a réagi rapidement et qualifié cet acte d'horrible et ouvertement antisémite. Le président américain Donald Trump a accueilli son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa à la Maison-Blanche ce mercredi. La rencontre, du moins pour ce dernier, visait à rétablir des liens tendus entre les 2 nations. Mais Donald Trump a profité de cette rencontre pour attaquer son invité et le confronter à des allégations sans fondement d'assassinat systématique de fermiers blancs en Afrique du Sud. These are articles over the last few days. Death of people. Death. Horrible death. Death. I must tell you, Mr. President, we have had a tremendous number of people, especially since they've seen this. Generally, they're white farmers, and they're fleeing South Africa, and it's a very sad thing to see. But I hope we can have an explanation of that. Cyril Ramaphosa, désireux de ne pas se laisser embarquer dans une nouvelle épreuve de force comme celle subie par Volodymyr Zelensky en février, a calmement désamorcé les élucubrations du président américain. I really would like us to talk about it very calmly. We were taught by Nelson Mandela that whenever there are problems, people need to sit down around a table and talk about it. It will take President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here. When we have talks between us around a quiet table, it will take President Trump to listen to them. Malgré cet échange houleux au cours duquel Donald Trump a aussi fait diffuser sur grand écran des vidéos du politicien radical sud-africain Julius Malema appelant à la violence contre les fermiers blancs, il a invité Cyril Ramaphosa et son équipe à un déjeuner pour poursuivre les discussions à huis clos. À l'issue de cette réunion, ce dernier a minimisé les critiques de Donald Trump, ajoutant que leur réunion privée n'était pas centrée sur ses préoccupations concernant les fermiers blancs. Face à la surpopulation carcérale, la France envisage une mesure radicale, louer des places de prison chez nos voisins européens, solution pragmatique ou simple coup politique. Avec plus de 82 900 détenus pour à peine 62 000 places, les prisons françaises manquent cruellement d'espace. En mars, Gérald Darmanin avait émis l'idée de louer des places de prison à l'étranger pour y envoyer des détenus, une idée à laquelle Emmanuel Macron s'était montré ouvert si besoin, estimant qu'il ne devrait pas y avoir de tabou à ce sujet. Ce dispositif est loin d'être inédit. En 2021, le Danemark a signé un contrat de 210 millions d'euros pour envoyer 300 prisonniers au Kosovo. Ces derniers mois, l'Estonie a également annoncé vouloir rentabiliser ses prisons à moitié vides, un appel entendu par les Pays-Bas et le Royaume-Uni qui se sont montrés intéressés.
Autre exemple, entre 2010 et 2016, la Belgique a envoyé plus de 650 détenus aux Pays-Bas, mais cette expérience a soulevé des problématiques humaines et logistiques. La Hollande louait ses places à la Belgique avec son propre personnel, mais sous l'empire de la loi belge. Donc il a fallu faire suivre des formations aux Hollandais pour qu'ils apprennent comment ça se passait dans les prisons en Belgique. Et de deux, les visites des familles et des proches étaient extrêmement compliquées, les visas, tout ça. Bon, la Belgique a abandonné. Donc je ne vois pas pourquoi renouveler l'exploit. Cette proposition est loin de faire l'unanimité. Ses détracteurs mettent en avant les coûts humains, logistiques et financiers importants que cela implique. L'accord conclu entre la Danemark et le Kosovo s'élève à plus de 200 € par jour. L'expérience néerlandaise a de son côté coûté 40 millions d'euros par an à la Belgique. Aujourd'hui, la France dépense entre 100 et 250 € par prisonnier par jour. Il y a des éléments très concrets qui, à mon sens, rendent plutôt très, très, très difficile la mise en œuvre d'une idée pareille. Alors pourquoi ? D'abord, budgétairement. Aller à l'étranger, ne serait-ce que pour louer des locaux, ça a un coût. Et aujourd'hui, les finances publiques françaises sont telles qu'il faut économiser partout. Je ne vois pas comment ça pourrait être rentable d'aller envoyer des personnes condamnées dans un autre établissement hors nos frontières. La France figure parmi les mauvais élèves en Europe en termes de surpopulation carcérale. Le pays arrive en 3e position derrière Chypre et la Roumanie. Et pour certains, délocaliser les prisonniers n'est pas la bonne solution. Cela ne ferait que déplacer le problème. En Grèce, une initiative de la Fédération panhellénique des associations de journalistes vient de rendre ses conclusions concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Un comité d'experts a préparé un code de conduite devenu nécessaire du fait de l'utilisation de plus en plus fréquente de cette technologie par les journalistes pour écrire leurs articles. Πάμε λοιπόν να ρυθμίσουμε το τοπίο για να τα βάλουμε σε τάξη, να τα βάλουμε σε σειρά και ενδεχομένως να έχουμε και τα όπλα να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα υπάρξουν. Γιατί θα υπάρξουν προβλήματα. La Fédération des journalistes grecs devient la première en Europe à présenter un code de conduite. Son adoption est considérée comme une étape particulièrement positive. Dans le cas où un journaliste identifie l'application d'une pratique de la part d'un média qui est contraire au code, il ou elle doit s'adresser aux organes syndicaux. Afin de rédiger ce code, un comité IA a été mis en place avec la participation d'experts en la matière qui a accompli son travail bénévolement pendant environ 1 an. Selon le président de ce comité et professeur de droit, l'idée de base qui sous-tend ce code est que l'IA est une réalité, mais qu'elle ne remplacera pas le travail d'un journaliste. Δεσμεύει τους δημοσιογράφους και θέτει τους βασικούς κανόνες όσον αφορά τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, πώς θα χρησιμοποιούνται, με ποιους τρόπους και κυρίως ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι αποτελεί και μια ασπίδα προστασίας του δημοσιογράφου. Δηλαδή, όταν του ζητηθεί να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπο που αντίκειται στις βασικές αρχές δεοντολογίας, τότε μπορεί να αρνηθεί νομίμως και να προστατευτεί, παραδείγματος χάρη, από μια παράνομη ή καταχρηστική απόλυση. Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει, ήρθε για να βοηθήσει, δεν ήρθε όμως σε καμία περίπτωση για να υποκαταστήσει τον δημοσιογράφο στη λειτουργία του. Άρα λοιπόν ο δημοσιογράφος θα πρέπει να έχει την επίβλεψη, τον έλεγχο, θα πρέπει να ελέγχει το προϊόν της εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως της λεγόμενης παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή αυτής που παράγει κείμενο, και να ελέγχει επίσης και την αξιοπιστία του μέσου το οποίο χρησιμοποιεί. Un principe clé régissant le code est celui de la transparence. Lorsqu'un journaliste utilise des outils d'intelligence artificielle, il doit les étiqueter. Des discussions sont en cours entre le gouvernement grec et tous les syndicats de journalistes du pays. L'objectif principal est la mise à jour de la législation existante sur le fonctionnement des médias sur la base de ce nouveau code de déontologie. Θεωρώ ότι ο κώδικας δεοντολογίας είναι μια αναγκαία βάση πάνω στην οποία μπορούμε να επικαιροποιήσουμε την νομοθεσία, η οποία τι θα πρέπει να προβλέπει, τι θα συμβαίνει σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι κανόνες που οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι έθεσαν με πάρα πολύ σωστό τρόπο. Και τους επόμενους μήνες ό,τι αποφασιστεί, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στο διάλογο με τις ενώσεις, έχουμε πετύχει πολύ μεγάλες νίκες και για τη χώρα, υιοθετώντας ή συζητώντας με τις ενώσεις προτάσεις τους, θα έχουμε και περισσότερα να σας πούμε. C'est un changement politique et énergétique en Belgique. Le pays a décidé d'abroger sa loi sur la sortie du nucléaire. Le texte adopté par les députés va même plus loin
puisqu'il permet d'envisager à l'avenir une filière de l'atome avec la possibilité de construire de nouvelles centrales. La Belgique avait décidé en 2003 de fermer progressivement ses 7 réacteurs nucléaires. Le gouvernement actuel a donc décidé de revenir sur cet engagement afin de répondre aux défis actuels. Aujourd'hui, il y a une modification de l'appréhension du nucléaire. On sait que c'est une énergie bas carbone, ce qui permet de remplir nos objectifs climatiques européens, mais aussi une énergie abondante. Et nous avons 3 objectifs qui sont partagés par les partenaires européens. C'est une sécurité d'approvisionnement, un prix qui est maîtrisé et une énergie bas carbone. Et le nucléaire, en fait, il remplit les 3 critères. Le cas de la Belgique n'est pas isolé au sein de l'Union européenne sur cette question. Actuellement, l'Union compte une centaine de réacteurs répartis dans 12 pays membres sur 27. Pour la très grande majorité, il n'est pas question de renoncer à l'atome. Or, cette dynamique favorable au nucléaire s'étend aussi auprès d'États qui ne s'appuient pas ou qui ne s'appuient plus sur cette technologie. L'atmosphère politique et les opinions publiques ont changé. Je pense que ça tient évidemment à la situation conjoncturelle, avec une énorme incertitude géopolitique, et une dépendance de gaz est quand même encore toujours très forte. Et donc, très naturellement, tout ce qu'on peut faire pour se rendre plus indépendant du gaz, il faut le faire. Le nucléaire est une voie, les renouvelables en sont une autre, et elles ne sont pas contradictoires. L'Allemagne pourrait être le pivot d'une dynamique à l'échelle européenne en faveur du nucléaire. Si Berlin ne compte pas abroger sa sortie de l'atome, le nouveau chancelier semble ne pas vouloir interférer dans les projets prévus par ses partenaires de l'Union. Autre revirement notable, l'Italie a ouvert la voie à un retour du nucléaire d'ici la fin de la décennie pour assurer sa sécurité énergétique et réaliser ses objectifs de décarbonation. Rome s'était pourtant engagée il y a 40 ans après 2 référendums à ne plus recourir à l'énergie atomique.